Bonjour à toutes et à tous. Le thème de l'intervention que j'ai l'opportunité de vous présenter aujourd'hui porte sur le jugement équestre. Quelque peu éloigné de la thématique élevage et utilisation de cette journée, je l'avoue, je vais aborder la complexité de l'activité du juge en dressage, acteur essentiel de la performance. En effet, le juge évalue la qualité des mouvements effectués par le couple cavalier-cheval, puis décide d'attribuer une note de 0 à 10. Lorsque l'on aborde les processus décisionnels, on oppose deux approches. Une première approche, normative, dans laquelle on va chercher une décision optimale, avec un maximum de ressources cognitives dans un environnement plutôt stable, démarche rationnelle. De l'autre côté, nous avons l'approche intuitive. Dans ce cas-là, ce n'est pas une décision optimale, mais une décision satisfaisante. Nous sommes dans un environnement évolutif, sous pression temporelle, et on essaie d'économiser les ressources cognitives. Dans ce type d'approche, il y a une réelle simplification de la réalité, de l'environnement, on n'a pas le temps de tout voir, et donc on peut engendrer des biais de jugement. Les biais de jugement ne sont pas à confondre avec des erreurs de jugement, mais une altération du jugement. Au niveau de la littérature, deux théories du traitement de l'information sociale permettent d'étudier ces biais, que sont la cognition sociale et la cognition incarnée. En effet, pour juger une performance sportive, le juge va d'abord percevoir de l'information, puis ensuite la catégoriser, la mémoriser, l'intégrer et en choisir parmi plusieurs options possibles une réponse comportementale sous la forme d'une note généralement. Également, l'expérience en qualité d'entraîneur, de pratiquant, de juge peut interférer. Donc dans chacune de ces étapes, on peut identifier différents biais de jugement qui vous sont présentés sur cette diapositive, comme le positionnement, la stratégie d'exploration visuelle, les heuristiques de jugement, qui sont des raccourcis mentaux, la calibration lors de passage, des informations antérieures, au niveau de l'expérience des perceptions des indices posturaux, la qualité et la nature de l'expérience et la récence de l'expérience. Un certain nombre de ces biais de jugement ont été vus en gymnastique, du fait que l'équitation, dont le dressage, c'est aussi un enchaînement d'actions motrices, nous supposons que les mêmes biais peuvent être retrouvés. Également, nous avions souhaité comprendre pourquoi des écarts de notes sont parfois observés dans les grilles d'évaluation. Donc, quel biais pour le juge en dressage? L'objectif de cette étude, c'est d'explorer l'environnement du juge de dressage, son activité, aussi bien les attentes qu'il a vis-à-vis du couple, ses critères de réussite, les compétences qui sont nécessaires à développer pour lui pour tendre vers une expertise plus fine de son activité. L'ambition ensuite, c'est de repenser un peu les programmes de formation, aussi bien pour le juge que le cavalier. Pour cela, nous avons choisi de mener une étude exploratoire à partir d'une méthode qualitative. Nous avons donc rencontré 8 juges de niveaux et d'expertise complètement différentes pour échanger avec eux sur cette complexité en dressage. Nous avons donc en deux parties cette méthode, une partie vidéo, commentée et nos reprises, et une partie entretien semi-dirigé. Donc, au niveau de la partie vidéo, à l'issue de la présentation de la cavalière, on leur a demandé quelles sont vos impressions. Deux types d'indices ont été perçus, des indices d'ordre statique et des indices d'ordre dynamique. Au niveau des indices statiques, nous pouvons retrouver les éléments biographiques ainsi que la tenue vestimentaire. Au niveau des indices dynamiques, c'était des informations liées à la politesse, par exemple dire bonjour, liées à l'attitude, décontractée, active, souriante. Et nous avons ensuite demandé, évaluer tout simplement cette présentation. De façon similaire, ils ont évalué positivement la présentation, sauf un juge. Cependant, les juges diplômés et les juges non diplômés se différencient au niveau des attentes, de la nature de l'attente. C'est-à-dire que pour les juges diplômés, ils attendent de la présentation seulement une attente réglementaire. Alors qu'au niveau des juges non diplômés, l'attente est d'ordre social, interactionnel. Ils recherchent une vraie relation avec le cavalier. Ensuite, nous avons redemandé leurs impressions à l'issue du tour autour de la carrière avant que la cloche ne sonne. Là, nous avons identifié des impressions qui se structurent autour de 3 dimensions. D'abord, le niveau technique.
Donc les différents éléments techniques, le trot, la manière dont c'est fait, l'attitude du cheval, la réputation, est-ce qu'ils connaissaient déjà ce couple ou non, et l'environnement physique, est-ce qu'ils connaissaient tout simplement le lieu de la compétition. Ensuite, on leur a demandé quelles peuvent être leurs attentes issues de la reprise. Nous nous sommes aperçus que les juges qui connaissent le couple, qui par exemple ont évalué que le cheval a déjà tourné à gros niveau, vont leur poser leurs attentes au niveau de la cavalière. Comment va-t-elle se débrouiller avec le cheval? Comment elle va réussir à le gérer? Également, ils vont attendre qu'elle se classe dans les premiers. Alors que les juges, qui n'ont pas d'informations au préalable, vont s'appuyer sur ces éléments techniques perçus et vont appuyer leurs attentes uniquement là-dessus. Les résultats concernant le déroulement de la reprise, on leur a demandé de commenter de manière exhaustive. Nous pouvons remarquer une similitude entre les impressions recueillies, les attentes émises sur le déroulement de la reprise, ainsi que leurs commentaires de la reprise. Ce que l'on peut se demander, c'est est-ce qu'ils jugent ou perçoivent la reprise en fonction des attentes qu'ils ont préalablement émises, c'est-à-dire les attentes, est-ce qu'elles influencent le jugement, ou est-ce qu'ils cherchent à ce que le jugement soit cohérent avec leurs attentes? On leur a demandé également d'attribuer une note finale à cette reprise. On a observé un écart de pouvant aller jusqu'à 9% avec les notes mises le jour J. Donc ça va de 62 à 70%. C'est énorme, 9%. Donc comment peut-on expliquer ces 9%? Je vais prendre une figure, pour exemple, l'analyse du reculé. Nous remarquons que, en ce qui concerne les juges diplômés et les juges non diplômés, il y a une différence dans la sensibilité au niveau de l'intégrité du cheval, de la souffrance perçue du cheval. Par exemple, sur une résistance de bouche ouverte sur le reculé, le juge diplômé va émettre des inférences. Il va dire oui, parce que la cavalière n'a pas bien utilisé ses aides, elle a trop tiré sur les rênes, alors que le juge non diplômé, il va minimiser. D'ailleurs, on peut voir, je vous ai mis les notes et les commentaires de la grille le jour J, et on voit la différence et on voit que les notes correspondent aux observations. Maintenant, les résultats issus des entretiens semi-dirigés. Nous avons procédé à une analyse qualitative qui nous a permis de voir qu'il y a deux types de critères de réussite selon les juges. Il y a des critères de réussite préalables à la reprise, c'est-à-dire la locomotion du cheval, mais également la connaissance de la reprise. Pour eux, l'entraîneur doit être en appui du cavalier pour aider à choisir la bonne reprise à dérouler en termes de niveau. Également, ils ont montré qu'il y a des critères de réussite en situation, liés à l'intégrité du cheval, la relation main-bouche, la précision des ailes, l'attitude du cheval de façon générale. Ensuite, nous les avons interrogés sur les biais de jugement. Qu'est-ce qui rend complexe leur activité? Ils ont évoqué l'ordre de passage. En effet, le premier couple serait extrêmement difficile à évaluer et on aurait une tendance à l'évaluer de façon plus sévère pour établir un étalon pour les autres concurrents. Ensuite, la rapidité de la reprise. Si on n'a pas cette expérience motrice préalable, de connaissance de comment réaliser la figure, on a plus de difficultés justement à évaluer et on s'appuiera sur un détail pour les juges non diplômés alors qu'on verra de façon globale pour un juge diplômé. Les informations connues, j'en ai déjà parlé. Le positionnement sur un arrêt, être en position H d'angle ou C centrale ne va pas donner le même angle de vue sur les membres. Au niveau des notes d'ensemble, différentes stratégies. Certains vont reproduire les notes faisant effet de double paix, alors que d'autres vont s'appuyer sur une image globale qu'ils ont eue de la reprise, alors que encore d'autres vont mettre à peu près les mêmes notes pour tous les concurrents. La mémoire, c'est la difficulté à se souvenir des prestations des autres concurrents pour les classer tout simplement. Maintenant, au niveau des compétences à développer chez un juge. Le juge, il doit avoir d'abord une grande capacité de concentration pour chaque reprise, être toujours là pour ne rien louper et être tout le temps impartial. Donc il y a autant de savoir-être que d'un savoir-faire. Également, il y a cette prise de distance, ce recul qu'on leur demande. Voilà, il faut qu'ils discutent aussi entre juges, souvent, ils ont ce besoin, et également, les cavaliers viennent souvent les voir, donc il y a ce besoin de prise de recul, et il y a toujours cet élément, ça peut être subjectif de toute façon. L'expérience multiple, il faut de l'expérience diverse,
elle sera amplifiée quand on recherche un profil expert. Il faut une réelle grande expérience d'abord en qualité de pratiquant, selon eux, puis de juge et de dresseur, et enfin visuel. Ce qu'il faut retenir, un biais de jugement n'est pas une erreur, c'est une altération de jugement. Il faut chercher à étudier de plus en plus au travers de formations pour limiter leurs impacts sur l'évaluation. Certains sont conscients par les juges, comme le positionnement, l'ordre de passage, alors que les informations antérieures sont inconscientes, on l'a vu sur les attentes. Enfin, le juge est garant d'une culture équestre, du conditionnement du cheval, tout en gardant la volonté du happy horse, c'est-à-dire du cheval heureux, en harmonie avec son cavalier. Je remercie l'organisation de cette journée de m'avoir fait confiance pour cette présentation. Et je remercie également l'ensemble des juges qui ont participé à l'étude et qui ont permis que cette réalisation, et tous les volontaires qui ont participé à la réalisation du matériel, la vidéo. Et je vous remercie, vous, pour l'attention que vous avez pu avoir pour cette présentation. Merci. Merci.